Je voulais tout d'abord vous remercier de nous avoir invités aux journées médicales calédoniennes, et notamment Madame Béton, que nous avons rencontrée l'année dernière lors de notre venue en Nouvelle-Calédonie pour visiter nos établissements qui sont adhérents à notre centrale. Alors, on va parler de deux sujets. Le premier sur les ruptures des médicaments, qui est une problématique effectivement mondiale, et notre sujet, de pharmacoéconomie, avec un exemple d'optimisation économique en anesthésie. Alors pour parler un peu de la centrale CAP, quelques données. Alors, quelques données et éléments sur notre centrale d'achat, la CAP. Elle a été créée donc en les années 70. Et la CAP est une centrale de référencement et de conseil. On est développé comme une coopérative, et l'adhésion est possible sous deux formats, soit sous forme d'actionnariat ou en payant une cotisation annuelle à peu près de 200 €. Et cela permet donc d'avoir accès à nos services et les tarifs négociés par nos collaborateurs. Aujourd'hui, donc, on a à peu près 655 établissements qui sont actionnaires de la CAP. En tout, nous avons 3500 adhérents, la majorité sont des établissements de santé, et parmi ces 3500 adhérents, on a 870 qui ont une pharmacie à usage intérieur, une PUI. Notre chiffre d'affaires en 2019 était de 14 millions d'euros pour un volume total de transactions entre nos établissements et les fournisseurs de à peu près 1 milliard. Nous sommes à ce jour à peu près 70 collaborateurs à CAP, et nous sommes gouvernés par un conseil d'administration qui est composé de directeurs d'établissements et de groupes propriétaires qui élisent un président directeur général qui est M. Bertel Venezia. Alors nos adhérents, parmi ces 870 qui ont une pharmacie d'usage intérieur, la majorité sont des soins de suite, 400, puis les MCO pour 280, donc des établissements de médecine, chirurgie et obstétrique. Puis nous avons aussi des HAD, des établissements de psychiatrie et un gros pôle médico-social sans PUI. Ça va de l'établissement des crèches à l'EHPAD en passant par divers établissements du handicap, des masses, des femmes, etc. Alors, nous sommes présents en métropole et partout en Outre-mer. Ça va en Nouvelle-Calédonie. La plupart des établissements sont chez nous, en Polynésie française, à l'île de la Réunion, à Mayotte, dans les Antilles. Et le dernier qui a adhéré chez nous est le CH, le centre hospitalier de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, l'offre de la CAP s'articule au niveau de 3 piliers. Le premier, le gros pilier, est un pilier achat, où on met à disposition donc des marchés. Donc, moi, je m'occupe de celui sur les médicaments et les dispositifs médicaux, mais on s'occupe aussi des collègues qui s'occupent de la restauration, du biomédical, de l'équipement, un pôle handicap, des prestations de services et l'économat. Un gros pôle aussi à la CAP, conseil et audit. Beaucoup d'audits au niveau du bloc opératoire, mais pas que, sur la fonction achat, sur divers circuits, du linge, etc., des dasseries, en stérilisation. On fait aussi des audits sur la certification, avec des audits à blanc sur les dernières certifications en cours, avec la HAS. Et le dernier pôle est un pôle formation. On met à disposition des réunions d'informations diverses et variées sur des thèmes d'actualité, avec à disposition des formations validantes, des PC, mais aussi des commissions, HAD, psychiatrie et oncologie. Et les services transversaux de la CAP, vous les voyez ici, on propose de l'EDI à nos établissements, donc de faire de l'achat dématérialisé. On a un service dédié, on a également un service dédié au développement durable. Nous sommes nous-mêmes certifiés AFAC sur les achats responsables. On a un pôle marché public, on a une personne qui élabore de la procédure pour les établissements qui souhaitent passer par la CAP pour faire leur achat public. On a à peu près 70 établissements qui passent par nous pour élaborer leur marché public. Et pour ceci, on a aussi un réseau de responsables régionaux qui sont au nombre de 8 et qui visitent nos établissements, je vous avoue, surtout en métropole. Alors, concernant le sujet des
coupure de médicaments, c'est un sujet qui n'est pas en fait, nouveau. Ça fait quand même des années qu'on parle de ce problème de santé publique et qu'on le subit surtout. Là, vous avez un article de l'Express de janvier 2018 qui alerte sur le sujet. Dans cet article, vous trouvez en fait diverses données, dont ceci qui est issu des données de notre agence de médicaments, la NSM, qui nous montre donc que c'est un phénomène en fait, qui est présent depuis longtemps et qui s'accentue depuis les 2013. On avait à peu près 400 signalements de rupture et de tension d'approvisionnement pour arriver ces dernières années à plus de 500, et en plus ces données sont sûrement sous-évaluées. Cela concerne en fait surtout les médicaments qui sont matures, avec des potentielles pertes de chance pour le patient, surtout quand on parle de médicaments anticancéreux. On a vécu des tensions sur du 5-FU, sur des platines il y a quelques années, et on a dû repousser, des établissements ont dû repousser des cures de patients avec des potentielles pertes de chance pour ces patients. L'Académie nationale de pharmacie, dans son rapport, souligne que les causes sont multifactorielles de ces ruptures de stock et remarque surtout que le point de faiblesse est le manque de communication entre toutes les parties prenantes, les industriels, nos agences du médicament, notre agence du médicament, les payeurs, l'assurance maladie, et les hôpitaux et les officines. Alors, de quoi parle-t-on comme médicaments qui sont impactés par ces ruptures de stock? Alors, comme vous le voyez ici, c'est des données issues d'une enquête du LEM, qui est les entreprises de médicaments, donc qui regroupe la plupart de l'industrie pharmaceutique, les laboratoires, une enquête de février 2019 qui montre que la grande majorité sont les médicaments anti-infectieux avec les vaccins. Surtout les vaccins, puis viennent après les médicaments du système nerveux, un peu moins de 20%, avec les antiépileptiques, les antiparkinsoniens et les anesthésiques. Donc on a vécu dans nos établissements hospitaliers les ruptures sur de la ropivacaïne, les ruptures sur du propofol. J'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que finalement, nous, pharmaciens, on arrive toujours à trouver des solutions en interne pour pallier ces ruptures, mais le plus compliqué est la iatrogénie liée au plan B que l'on a trouvé. Quand il faut trouver une alternative à la ropivacaïne, c'est une autre cure, c'est un autre anesthésiant, mais qui n'a pas forcément les mêmes posologies. Pareil, quand on a une rupture sur une héparine de bas moléculaire, on utilise une autre, mais c'est d'autres protocoles que l'on doit faire, que l'on doit faire valider par les médecins, que l'on doit communiquer au niveau des infirmières et des services de soins. Et c'est là où le point est le plus faible et on doit veiller à une bonne communication entre tous les acteurs à l'hôpital. Et après, vous voyez que les anticancéreux, un petit peu moins en ce moment, mais ça fait des années, il y a quelques mois, j'en ai parlé tout à l'heure, du 5-FU, des platines notamment, qui ont été gravement touchées par des ruptures. Alors, les causes de ces ruptures, j'en ai parlé avec le rapport de l'Académie de pharmacie, elles sont multiples. Là, vous en voyez 4. La première est une cause économique, avec une délocalisation certaine de la production de matières premières depuis des années en Inde et en Chine. Je vais vous donner un exemple où en Chine, ils ont un programme de dépollution depuis 2017 avec comme conséquence des fermetures de sites de production, et comme les effets ne se faisaient pas voir, n'est pas à la hauteur de leur attente, ils ont même mené des coupures d'électricité sur certains sites, et qui a eu pour conséquence une pénurie mondiale que l'on vit encore sur l'amoxicilline acide clavulanique. Alors, si on se situe à l'échelle nationale, au niveau de la France, le prix de certains anticancéreux, le prix des antibiotiques, ils sont anciens, et en ce moment, on vit en fait une tension très très grave sur les immunoglobulines. Tous ces médicaments, en fait, ils ont leur point commun, c'est qu'ils ont des marges trop faibles pour les industriels, avec des prix très très bas en France, et surtout des prix qui sont bas et pas en accord avec d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde. Et ça, c'est un vrai handicap pour nous, surtout quand les stocks sont faibles. Et en fait, ces stocks ne sont pas priorisés pour la France.
quand les prix sont trop bas. Alors, au niveau de la production, qui est la deuxième cause ici qui est notée, les problèmes industriels sont divers et variés, mais ils sont dus la plupart du temps à des manques d'investissement sur des lignes de production. Pour des médicaments matures, les industriels n'investissent pas pour remettre à niveau ces lignes de production. Ensuite, effectivement, il y a une demande croissante au niveau mondial sur les molécules, avec une offre qui stagne. L'Inde et la Chine, 38% de la population, représente 38% de la population mondiale, donc c'est 2,7 milliards d'habitants sur les 7 milliards que composent les habitants au niveau du monde, et notamment l'Inde qui alloue de plus en plus de budget pour la santé. Avec un exemple, en 2019, l'Inde a proposé une couverture sociale pour plus de 90 millions de salariés et les ayants droit. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une discorde entre ces demandes de ces pays et l'offre qui stagne au niveau mondial. Alors également au niveau réglementaire, on a une augmentation constante des normes de bonnes pratiques de fabrication, des normes réglementaires, notamment la sérialisation, où on a demandé aux industriels il y a quelques mois d'apposer des data matrix sur les conditionnements des médicaments pour qu'on puisse sérialiser les produits, que ce soit en officine ou dans nos établissements hospitaliers, pour aller interroger une base de données européenne, tout ça dans le but de limiter la contrefaçon. Vous n'êtes pas impacté au niveau de la Nouvelle-Calédonie sur la sérialisation, mais sachez que ça a été des évolutions au niveau industriel qui a impacté les coûts des produits. Et il y a aussi une augmentation constante de normes environnementales. Tout ça pour conséquence, une augmentation des coûts de production et une diminution des prix de vente. Et là, c'est sûr que quand on met les deux en face, il y a une impossibilité de commercialisation de médicaments anciens à bas prix. Donc, toutes ces causes font que, c'est effectivement, l'offre se raréfie au niveau français, au niveau monde. Alors, que font nos instances ? Elles ont pris les sujets à bras-le-corps. Là, vous voyez en haut à gauche un rapport du Sénat. Il y a eu un rapport d'information d'un sénateur du Nord sur les pénuries de médicaments et de vaccins. Là, vous avez l'adresse internet pour y accéder. Je vous ai mis deux propositions que l'on trouve dans ce rapport. Le premier, de revoir les objectifs et la dimension des appels d'offres hospitaliers pour sécuriser les appros. Alors effectivement, en France, les CHU, par exemple, qui représentent quand même un certain volume pour les laboratoires en termes de quantité de médicaments qui sont appelés lors des appels d'offres. Les CHU ont une centrale d'achat, une IHA, et clairement, quand il faut un mono-référencement sur un produit, ça met en difficulté. Clairement, les autres laboratoires qui ne sont pas pris sur cette ligne, donc ils sont moins enclins en fait à garder cette ligne sur et la commercialisation de ce produit sur le marché français. Et surtout, ça c'est la deuxième proposition, c'est encadrer les surfacturations opérées dans le cadre des procédures d'appel d'offres. Quand le fournisseur qui est en place, qui a eu l'appel d'offres, qui a gagné l'appel d'offres et qui est défaillant sur la ligne, il doit payer la différence de prix avec la molécule que l'on a prise en dépannage. Voilà, donc là aussi, il y a des pratiques du laboratoire qui a dépanné, qui parfois exagère fortement sur le prix, qui est souvent un prix de tarif. Quand on l'a pris en marché à 10 € un produit et quand on vous le facture en prix tarif à 100, c'est que la différence de coût qu'il y a à prendre en compte pour le laboratoire qui a pris le marché est quand même très très conséquent. Alors là, à droite, vous voyez la feuille de route qui a été proposée par notre ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, une feuille de route de 3 ans pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France. Alors tout ceci a eu comme conséquence d'inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale en 2020 des mesures, surtout contraignantes pour les industriels. Là, je vous en ai souligné quelques-unes. La première, c'est de les obliger, les industriels, à constituer des stocks de sécurité de 2 à 4 mois
sur des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et aussi de les obliger à approvisionner à leurs frais des solutions alternatives en cas de pénurie. Bon, à ce jour, si on veut être pragmatique, ceci n'est pas du tout appliqué. Et on n'a pas vu arriver des sanctions qui est quand même aussi inscrites dans la loi de financement avec des sanctions si ils ne constituent pas des sanctions financières, s'ils ne constituent pas ces stocks de sécurité ou si ils ne trouvent pas de solution alternative. En tout cas, c'est inscrit dans la loi et c'est des mesures qui sont bien présentes à ce jour. Alors ceci a quand même un impact, c'est cette raréfaction de l'offre. Là, je vous ai mis un exemple de ce qui s'est passé sur le marché 2019, l'année dernière, quand on a fait nos marchés médicaments. On a eu des impacts, notamment sur des coûts qui ont explosé sur les produits comme la piperacine tazobactam et sur la gentamicine. Alors les deux, c'est des causes différentes. Donc on nous a dit que la piperacine tazobactam, la matière première est détenue donc en majorité en Chine. Elle est faite en Chine avec un monopole d'une usine chinoise. Et vous voyez sur le tableau en dessous, c'est la troisième ligne chez Panpharma. L'augmentation a été de 274 000 €, donc à l'échelle de notre centrale, de la CAP. Donc tous nos adhérents, c'est vu une augmentation de 274 000 €, rien que sur cette ligne chez ce laboratoire. Sachant qu'on avait aussi des volumes, c'est la cinquième ligne chez Fresenius pour 260, on en a eu pour 294 000 € d'augmentation. Donc rien que pour cette ligne chez deux laboratoires, augmentation de 500 000 €. Un autre exemple, c'est la première ligne, la gentamicine, que vous voyez chez Panpharma. Donc Panpharma, c'est le seul laboratoire à ce jour qui détient cette molécule, donc la gentamicine. Donc, qui dit monopole, dit augmentation des prix à chaque fois qu'on arrive à échéance des marchés. Et donc, l'augmentation a été par rapport à l'année N-1 de 400 000 € sur cette ligne de produit. Alors, les rôles de la centrale CAP, c'est de trouver quand même des alternatives. On a trouvé une alternative sur l'augmentation de piperacine tazobactam chez les deux fournisseurs qui étaient en présence. On a trouvé Sandoz, qui lui nous a permis d'avoir de la matière première à moindre coût. Voilà, donc on a une alternative 2 fois moins chère chez Sandoz et en plus il fournit on continue ce produit. Donc on a en fait au catalogue de la CAP, on ne fait pas de mono-référencement la plupart du temps, comme peuvent le faire d'autres centrales, notamment la centrale des centres hospitaliers universitaires, des CHU, IHA. Donc on a un multi-référencement qui permet beaucoup de souplesse pour nos adhérents. On a également un rôle facilitateur pour nos adhérents. Je vois qu'ils sont en difficulté. On est une équipe en fait de 6 personnes au niveau des marchés médicaments et dispositifs médicaux pour répondre aux besoins. Donc on est là, on est en proximité. C'est vraiment une valeur de la CAP, c'est être en proximité. Et on se doit de répondre en 48 heures pour toute question de nos adhérents. Alors, c'est vrai qu'en période de Covid, les derniers mois ont été très 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 durs. Donc, on passait nos journées en fait à répondre aux questions de nos adhérents, surtout pour trouver des équipements de protection individuelle, des EPI. Ça a été, je l'ai mis, la guerre pour nous. On a dû solliciter des fournisseurs qui n'étaient même pas référencés à la CAP et on les remercie parce que grâce à eux, on a pu répondre à un bon nombre d'établissements. On a manqué de beaucoup de choses, surtout pour les dispositifs médicaux, les masques, mais pas que. On faisait des points hebdomadaires sur les disponibilités avec les fournisseurs et on les avait tous les jours au téléphone pour débloquer des situations qui étaient assez tendues pour nos établissements. On a pu aussi sortir un catalogue Covid pour répertorier le matériel et les dispositifs spécifiques utilisés pour lutter contre ce virus et protéger les soignants. Donc là, vous avez une idée du catalogue de référencement de la CAP.
qui sont dans notre responsabilité, hein, les médicaments et les dispositifs médicaux, avec le nombre d'articles dans chaque catalogue et les fournisseurs en présence. Donc, la plupart du temps, on trouve un backup quand un produit, une référence est en rupture, on trouve un backup chez un autre fournisseur. On a toujours un backup chez un autre fournisseur pour pallier les tensions ou les ruptures. Ça, les pharmaciens connaissent bien.